Il est 12 h à Yoff, Ngor et Cambérène ainsi que partout ailleurs au Sénégal, même heure en temps universel. Bonjour et bienvenue au grand journal de la RFM. Au sommaire, manifestation des marchands de Sandaga, déguerpis de leur lieu de travail hier. Ils ont tenu un sit-in ce matin. Ils annoncent une plainte. Reportage à suivre. Autre mouvement d'humeur, celui des travailleurs de l'hôpital général Idrissa Pouye de Grand Yoff. Ils réclament la généralisation de certaines indemnités, entre autres revendications. Nous reviendrons sur la réunion du Conseil supérieur de la magistrature ce lundi avec le portrait du nouveau président de la Cour suprême. Nous verrons également comment est gérée la carrière des magistrats. À la fin de cette édition, le journal de l'appel de Seydina Limamou Laye. Tout de suite, le menu de ce journal avec vous, Jo Maron, bonjour. Bonjour Souleymane. Au menu de ce journal, nous cherchons pour vous le mystère qui se cache au fond du puits de Seydina Limamou Laye, son eau bénite qui attire des milliers de pèlerins venus de partout. Comme ce matin, ils étaient très nombreux. Sur les pas de Seydina Limamou Laye à la découverte de Malika Ngedjiga, où se trouve un autre puits de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi, il y a séjourné, l'endroit est devenu un lieu de pèlerinage. Serigne Mohamedou Makhtar Laye, l'homme qui dirige la communauté layène, le portrait du 6e khalife des Layènes dans ce journal également. A tout à l'heure, Jo Maron, à la fin de cette édition pour le développement de tous ces titres. Allons d'abord à Cambérène où la communauté layène s'est donné rendez-vous ce matin pour le 143e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye. Des milliers de fidèles ont convergé vers cette première étape d'un pèlerinage qui les mènera ensuite à Ngor cet après-midi et demain à Yoff où se tiendra la cérémonie officielle. Près de 150 pompiers sont déployés dans la commune. Ils ont effectué quelques interventions, pas très compliquées. Des milliers de fidèles ont déjà répondu donc à l'appel. Retrouvons à Cambérène l'un de nos envoyés spéciaux, Omar Mbow. Les pèlerins se comptent par milliers, tous de blanc vêtus. Ça se passe très bien, machallah. On remercie le bon Dieu de nous avoir donné l'occasion d'assister à ce premier jour de l'ouverture de l'appel 2023, édition 143e édition. Et tout ça se passe très bien jusqu'à présent. Nous avons pris toutes les dispositions pour préparer cette journée. Mais machallah, tout se passe bien. Un nombre important de fidèles qui nécessite la présence des sapeurs-pompiers et pour assurer le bon déroulement de l'appel, les 150 soldats de feu sont partout, même à la plage. Je suis la capitaine Aïssatou Keita, commandant la 12e compagnie d'incendie de secours et chef de détachement des pompiers de l'appel des Layènes. Les paiements sont bondés, comme vous pouvez le constater. Il y a beaucoup de monde, on n'a pas encore fait un bilan. Donc à la fin de la cérémonie, on pourra vous donner un bilan exact. On a déployé 4 fourgons, dont présentement 2 sur le site de Cambérène. On a 7 ambulances médicalisées. On a 2 véhicules PC, des véhicules de commandement et une équipe du GREP, du groupe de recherche et d'exploration en profondeur, qui surveille la plage présentement. La commune de Cambérène, seul point de destination pour les fidèles. Vous le savez, dans le cadre de cet anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye, la Fédération des syndicats de la santé a décidé de suspendre son mouvement de grève dans les districts sanitaires des Parcelles Assainies et de Ouakam. Toutefois, les travailleurs de l'hôpital Idrissa Pouye étaient en sit-in ce matin. Les blouses blanches réclament la généralisation de l'indemnité de logement, le recrutement des agents de santé, mais aussi la régularisation des prestataires dont le nombre dépasse 300. En brassard rouge, ils promettent de boycotter tous les programmes du ministère de la Santé. Compte rendu, Salimata Aour. Le hall de l'hôpital a servi de tribune aux blouses blanches pour réclamer la généralisation des indemnités de logement, le recrutement des agents de santé, entre autres. Mamadou Moustapha Sek, porte-parole de l'intersyndicale des travailleurs de l'hôpital Idrissa Pouye. Un point extrêmement important sur l'indemnité de logement, à savoir que cette indemnité de logement a été attribuée à tous les fonctionnaires de l'État. Nous avions dit lors de cette négociation que s'il y a un dénominateur commun
à tous les travailleurs de la santé, cela doit être et l'indemnité de logement et l'indemnité de risque. Donc sur ces deux indemnités, nous resterons intransigeants. En brassard rouge, ces agents de santé estiment que la direction de l'hôpital ne connaît pas le sens de la priorité. Aujourd'hui, la même formule se répète, les mêmes dispositions se répètent et l'hôpital, par sa direction, refuse aujourd'hui de faire ce qu'elle avait fait il y a quelques années. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a une considération pour un certain nombre de personnels et une manque de considération totale à l'endroit de ces personnels-là. Et c'est ce que nous n'accepterons pas. C'est pourquoi nous disons, quel que soit ce que cela va nous prendre, nous resterons mobilisés et déterminés jusqu'à ce que cette direction-là puisse aligner l'ensemble des travailleurs aujourd'hui et les permettre de rentrer dans leurs fonds. Si la tutelle ne réagit pas jusqu'à l'expiration de leur préavis de grève, ces travailleurs menacent de boycotter tous les programmes sanitaires. Maintenant, à l'issue de ces 48 heures de CT, nous allons évaluer pour mesurer aussi notre force de frappe pour aller effectivement vers des grèves répétées, quel que soit le temps que cela va durer, que ça soit 24 heures jusqu'à 96 heures de grève, et bien entendu, nous n'excluons pas d'aller vers des marches et de boycotter tous les programmes de santé, encore une fois de plus. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas sensibles à la population, mais aussi à l'impossible, nul n'est tenu. Le point de presse qui devait se tenir dans l'enceinte de l'hôpital a finalement eu lieu devant la structure, ce qu'a dénoncé ces travailleurs. Parlons maintenant du problème de l'excision, objet de débat à Saly. Au Sénégal, 16% des filles sont excisées malgré la loi interdisant la pratique. L'État, des ONG, des associations de femmes ainsi que des chefs religieux et coutumiers veulent éradiquer le phénomène d'ici 2030. Principale conclusion de la rencontre à Saly, trouver d'autres alternatives génératrices de revenus aux femmes qui pratiquent l'excision. Compte rendu, Ndeye Matidien à Bourg. Leur objectif est de mettre fin aux mutilations génitales féminines d'ici 2030. Pour ce faire, les séminaristes ont discuté de la stratégie nationale élaborée. Mohamed Ndiaye, directeur de cabinet du ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants. Et pour rappel, en Afrique, plus de 4 millions de femmes et de filles sont victimes de mutilations génitales féminines. Au Sénégal, des études récentes en 2019 ont révélé que 16% de cette population subit ces mêmes fléaux. Donc les pouvoirs publics, conscients de ce phénomène, ont dû mobiliser l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les chefs religieux, les chefs coutumiers, les différents ministères sectoriels, pour apporter des réflexions absolument triangulées et arriver, n'est-ce pas, à mettre fin à ce phénomène. Au-delà de la sensibilisation, Zakaria Sambahay, directeur pays d'actionnaire, propose la formation des femmes qui pratiquent l'excision. Et même des leaders communautaires, mais aussi les proposer des alternatives. Parce que souvent, ces femmes qui le font demandent après, quand j'abandonne, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, l'une des solutions, c'est de leur permettre d'avoir des débouchés, avoir ce qu'on appelle des périmètres maraîchers, les aider dans la transformation avec les banques céréalières et les banques de semences, etc. La scolarisation des filles est aussi un moyen de lutte, selon Zakaria Sambahay. Quand les enfants, les filles notamment, vont à l'école et qu'on les accompagne jusqu'à un certain âge, qu'elles arrivent à comprendre, connaître leurs droits, avoir des informations sur leur corps, c'est difficile quand même de les conduire à observer cette pratique. Faut-il corser davantage les sanctions prévues par la loi interdisant l'excision des filles? Aboumba Ketcham, député de Walou à l'Assemblée nationale, rassure. Il va porter le combat à l'hémicycle, dit-il. Ndeye Matidien Mbour, Radio Futur Média. Litige foncier à Louga, les habitants du quartier Kër Serigne Louga dénoncent le morcellement de leurs terres. Ils comptent d'ailleurs saisir l'OFNAC et la Cour des comptes pour protéger leur espace vert. Nafissatou Ndiaye nous en dit plus. Les habitants du quartier Serigne Louga Est sont rouges de colère. Ils dénoncent le morcellement de leur espace vert. Harakiam est le coordonnateur de leur mouvement. Nous voulons qu'on nous laisse sur ce boulevard. Lors des élections, les autorités locales nous avaient promis de le protéger. Alors, si des prédateurs fonciers veulent vendre ou offrir des terrains, ils n'ont qu'à aller ailleurs. Une fois, nous étions allés à la direction des impôts et domaines. Nous avions même émargé sur une liste
et ils se sont basés sur nos signatures pour dire que nous sommes d'accord pour donner nos terres, ce qui n'est pas vrai. Alors nous interpellons le président de la République sur cette question. Hormis le problème du foncier, Harathiam nous fait part de leurs difficultés. Nous n'avons pas accès à l'électricité. Nous n'avons même pas de route bitumée, encore moins d'infrastructures sanitaires. Nous ne disposons pas non plus d'ambulances. Avec toutes ces difficultés, ils veulent maintenant nous prendre nos terres, ce que nous n'allons pas accepter. À Waba, la trentaine évoque d'autres difficultés. C'est comme si nous ne faisions pas partie de la population. Même ceux qui ont leur terrain ont du mal à construire. Il y a trop de difficultés. J'interpelle le président Macky Sall. Nous voulons qu'on nous laisse avec notre espace vert. Nous voulons des jardins publics et des espaces de jeu pour nos enfants. Les habitants de Kër Sëñ Est ne comptent pas s'en arrêter là. Ils envisagent de saisir la Cour des comptes et l'OFNAC pour faire face à ceux qu'ils qualifient de malfaiteurs fonciers. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. À Kaolack, c'est la circulation des gros porteurs qui inquiète certains habitants. Ils déplorent les nombreux accidents et les embouteillages causés par cette situation. Selon ces habitants, sur une voie, seule une voie de contournement peut régler le problème. RFM Kaolack, Fatoumbaou. La circulation est plutôt dense dans la ville. Un embouteillage monstre causé par le passage des gros porteurs. Une situation qui indispose les usagers de la route, mais également les motocyclistes. Maïssa John et Michel Soumaré racontent leur calvaire. Ils amènent des embouteillages, des fois ils heurtent les motos Jakarta, des fois les véhicules, c'est compliqué. Et ils occupent toute la chaussée. Ils dictent leur loi, franchement. Vraiment, on ne sait plus où passer. C'est inquiétant. Pour éviter ainsi les cas d'accidents tragiques, une voie de contournement et une fois de plus demandé. Un camion avait heurté ici un motocycliste qui était mort sur le coup, ce qui nécessite une voie de contournement. Une voie de contournement, c'est extraordinaire. On peut avoir une voie de contournement parce que si on voit que, par exemple, il y a des routes un peu dégagées. Près d'une centaine de gros porteurs empruntent quotidiennement la route nationale de Kaolack, un carrefour national où des accidents tragiques sont fréquemment enregistrés. Fatoumbaou, Kaolack, Radio Futur Média. Autre aspect de l'actualité, une plateforme nationale pour la défense de l'éducation et des valeurs a vu le jour à Thiès, composée d'éducateurs et d'enseignants. Son objectif est de faire face aux actes d'indiscipline et de vandalisme notés dans les établissements. La plateforme sillonne actuellement les lycées et collèges de Thiès pour sensibiliser les élèves. Correspondance, Cheikh Anta Diop. Étant donné le contexte dans lequel nous vivons, ces éducateurs professionnels de l'éducation ont jugé important d'offrir aux élèves l'occasion de mieux connaître les érudits que nous avons. Bassirou Sy, le président du bureau exécutif national de la plateforme nationale pour la défense de l'éducation et des valeurs. Une éducation qui doit être adaptée à nos valeurs sociétales. Aujourd'hui, il faut intégrer l'enseignement de nos héros, de nos aïeux, donc des grands intellectuels, les érudits. Nous avons aujourd'hui les Cheikh Ahmad Bamba, l'imam Moulay Boukounta Ndiassane, Cheikh Abdoulaye Niass, Cheikh El Hadj Omar Foutiyou Tall, mais Thierno Souleymane Baal, j'en passe. Un secteur qui est mal géré pour peser sur l'éducation des enfants. Le système éducatif doit être renforcé, dit-il. Aujourd'hui, nous avons constaté les actes de violence, les actes d'indiscipline, les actes de vandalisme notés dans l'école sénégalaise. Aujourd'hui, nos valeurs sont bafouées. Il ne reste absolument rien. C'est le lieu maintenant de restaurer les valeurs. Nous avons misé l'éducation. Nous avons choisi les jeunes apprenants pour inculquer ces valeurs d'antan, ces valeurs qu'on parle moins. C'est la raison pour laquelle qu'est née la plateforme nationale pour la défense de l'éducation et des valeurs. La plateforme éducation et valeurs a décidé ainsi d'installer au niveau de tous les lycées de Thiès des clubs d'éducation et de valeurs pour la citoyenneté africaine. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Midi. Justice maintenant pour revenir sur les décisions issues de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature hier. On s'arrête ce midi sur la nomination de Ibrahima Bakhoum au poste de procureur général près la cour d'appel de Dakar.
C'est parce qu'il y a 16 ans, le magistrat avait été sanctionné pour des faits de corruption. Est-il fondé à occuper valablement le poste de procureur général plus de 10 ans après avoir purgé sa peine? Mohamed Ali Mouba. Substitut général près la cour d'appel de Ziguinchor en 2006, Ibrahima Bahoum a été jugé devant le conseil de discipline pour des faits de corruption. Devant ses pairs, il s'est blanchi du fait de corruption, mais il n'en est pas moins d'une interdiction d'exercer pendant 5 ans certaines fonctions juridictionnelles pour des fautes commises dans la gestion des dossiers. L'interdiction d'exercer pour 5 ans, le conseil de discipline a limitativement énuméré les fonctions qu'il n'était pas autorisé à occuper. Il s'agissait à l'époque de celle de substitut du procureur, de procureur de la République ou de juge d'instruction. Dans la foulée, le conseil lui avait retiré aussi l'office de substitut général près la cour d'appel de Ziguinchor, poste qu'il occupait. Sanctionné pour 5 ans, le magistrat a repris donc valablement service en 2011. Selon une source, rien ne l'interdit. Légalement, il en a le droit depuis 2011, date à laquelle il a complètement purgé sa peine. Reste à savoir si la légalité va l'emporter sur la légitimité dans cette nomination. Et puis, après Abdou Karim Diop, devenu procureur de la République, Ali Siré Ba est nommé premier président de la Cour suprême. Le magistrat successeur de Cheikh Tidiane Koulibaly est très connu dans la magistrature. Voici son portrait avec Koumba Sandiane Faye. Koumba Sandiane Faye que nous allons retrouver dans un court instant. Elle nous dresse le portrait du nouveau premier président de la Cour suprême, Ali Siré Ba. Il n'est pas novice en la matière. Jusqu'à hier, le magistrat Ali Siré Ba a été premier président de la Cour d'appel de Dakar. Le juge échelonne pour devenir premier président de la Cour suprême, nommé lors du Conseil supérieur de la magistrature. Maître Ali Siré Ba remplace à ce poste le magistrat Cheikh Tidiane Koulibaly, atteint par la limite d'âge. Ce dernier a fait ses adieux depuis le 23 janvier lors de la rentrée solennelle des cours et tribunaux pour partir à la retraite. En juin 2013, la garde des Sceaux d'alors Aminata Touré, pour poser les premiers jalons pour l'ouverture du procès de l'ancien président tchadien, nomme par arrêté administrateur des chambres africaines des juridictions sénégalaises en la personne du magistrat Siré Ali Ba. Avec 10 ans d'expérience dans la magistrature, le juge Ba a été choisi comme administrateur et l'administrateur civil Mamadou Dia aux côtés du juge Ba au poste de contrôleur interne. Mais avant, le magistrat Siré Ali Ba a été directeur de cabinet du Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. Avant les chambres africaines, Maître Siré Ali Ba a été nommé conseiller à la Cour d'appel de Ziguinchor, c'était en 2017. En mai 2020, le magistrat procureur général près la Cour d'appel de Saint-Louis a pris l'ascenseur pour devenir président de la Cour d'appel de Dakar, un poste qu'occupait le juge Demba Kandji qui lui a passé le témoin avant d'être détaché à la présidence de la République. Le juge Siré Ali Ba a été aussi membre du tribunal international pour le Rwanda avant de revenir à la Cour suprême. À 12h18, notre reportage du jour sur la fête du Mardi Gras fêtée aujourd'hui. À Saint-Louis, notre correspondant s'est rendu à l'école des jeunes filles Boubacar Diop de Balakos et à l'école Sidi Ndiaye de Ngalel. Les enfants étaient habillés en tenue moderne ou traditionnelle. Reportage donc Ousseyni Diop. À l'école Sidi Ndiaye de Ngalel, les enfants chantent l'hymne national. À l'école Boubacar Diop de Balakos également, les enfants chantent et dansent devant les enseignants. Ici, la fête va durer plusieurs heures. Ndeye Koumbasek, élève à l'école des jeunes filles Boubacar Diop. À l'école jeunes filles Boubacar Diop, on fait le Mardi Gras. Le Mardi Gras, c'est un événement où les élèves se déguisent en policiers, en gendarmes, en princesses, etc. Dans toutes ces écoles, les enfants célèbrent le Mardi Gras. Ils sont bien habillés à l'occasion, une tradition chrétienne, mais célébrée par tout le monde. Nous avons des chrétiens, des chrétiennes je veux dire, nous avons des musulmans. Et vous voyez aussi le choix des enfants. Vous voyez que c'est pas gratuit qu'un élève s'habille en médecin ou en avocat. Là, on peut croire que c'est des visions pour les enfants. Dans la ville tricentenaire, les élèves ont célébré la fête avec amour et discipline. Et presque tous les enfants rencontrés dans ces établissements scolaires étaient bien habillés. On va danser, on va chanter, on va aller parcourir un peu la ville. Ousseyni Diop, Saint-Louis, RFM. L'actualité internationale.
Le journal Inter avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Au Mali, l'ONU perd 3 casques bleus. Oui, 3 casques bleus tués et 5 autres blessés grièvement ce matin dans le centre du pays, selon un communiqué de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation dans le pays. Leur convoi a heurté un engin explosif. Au Mali toujours, un officier et un civil ont été tués hier par l'explosion d'un engin improvisé à un poste de contrôle policier dans l'ouest du pays. Selon les autorités locales, 7 personnes ont également été blessées dans cette attaque sur la route de la Mauritanie. Au Burkina Faso, le bilan de l'attaque de vendredi s'est alourdi. Selon l'état-major, au moins 51 soldats ont été tués dans le nord du pays. Un précédent bilan faisait état de 8 morts. Cette embuscade dans la région du Sahel frontalière du Mali et du Niger, dont le bilan est provisoire, pourrait s'avérer la plus meurtrière jamais commise contre les forces de sécurité depuis celle de novembre 2021 à Inata. 57 gendarmes avaient alors été tués après avoir vainement lancé des appels à l'aide. Selon l'armée, les opérations se poursuivent à une intensification des actions aériennes qui a permis de neutraliser une centaine de terroristes et de détruire leur matériel. Un chiffre qui s'ajoute à la soixantaine de terroristes tués depuis le début de la riposte. Au Maroc, les prix des denrées alimentaires ont atteint des niveaux historiques. Que ce soit les légumes, les fruits ou les viandes rouges, ils sont devenus imprenables. Et pour faire face à cette situation, le gouvernement marocain a pris une série de mesures, mais leur application sur le terrain reste encore difficile. Khadim Baye. Ça ressemble quasiment à un combat perdu d'avance, malgré les efforts du gouvernement pour baisser les prix des denrées alimentaires. Ceux-ci sont toujours en hausse. Ce consumériste s'interroge. On peut dire que l'impact des mesures prises par le gouvernement ne se fait pas sentir sur le marché. Les prix sont presque les mêmes et on se pose la question pourquoi. C'est simple, c'est que personne n'a la baguette magique. Les prix des viandes rouges ont atteint des niveaux historiques. Au Maroc, un kilo de bœuf se vend entre 95 et 100 dirhams, environ 6 000 francs CFA, du jamais vu. Les fruits et les légumes sont également imprenables. Le défenseur des consommateurs pointe du doigt les intermédiaires. Et tant que cette situation n'est pas maîtrisée par une instance dédiée à la consommation, le problème sera toujours posé. Ces derniers jours, la police a multiplié les contrôles au niveau des points de vente. En parallèle, il a été exceptionnellement décidé d'autoriser l'importation de bovins prêts à l'abattage. Seulement voilà. L'impact, il faut attendre 10 à 15 jours, du moins jusqu'à la fin du mois de juin, pour avoir les prix qui vont revenir à la normale. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. Venons-en maintenant au discours à la nation du chef de l'État russe. Vladimir Poutine accuse l'Occident de vouloir détruire la Russie. Le président russe a promis de poursuivre la guerre donnant en Russie et a accusé l'alliance de l'OTAN d'attiser les flammes du conflit dans la croyance erronée qu'elle pourrait vaincre Moscou dans une confrontation mondiale. Vladimir Poutine qui a suspendu la participation de la Russie au dernier traité de contrôle des armements nucléaires avec les États-Unis. Moscou avertit Washington que la Russie avait mis en service de nouvelles armes nucléaires stratégiques basées au sol. La France, pour terminer, la pluie n'est pas tombée depuis le 21 janvier, soit une série de 31 jours consécutifs du jamais vu durant un hiver météorologique. Météo France indique que tout mois confondu, cette série consécutive égale celle de l'année 2020 entre le 17 mars et le 16 avril. Merci Georges Détié Diop, il est 12h24. RFM Sport. Nous en venons à l'actualité sportive, le journal des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Tournoi de Alexandrie, les Lions du basketball préparent le match contre le Soudan du Sud. C'est prévu vendredi, ce sera la première sortie des Lions dans cette 5e et dernière fenêtre de qualification pour la Coupe du Monde 2023 chez les hommes. De Sagana Diop est arrivé avec une partie de son équipe après plusieurs heures d'attente à Istanbul. Mais l'équipe va bien, les joueurs vont bien et le groupe va poursuivre sa préparation. De Sagana Diop s'est confié à Soletam ce matin.
Ça s'est bien passé l'entraînement aujourd'hui. Il y a 10 jours qui sont là. Il nous manque 2 jours comme Khalifa et Babacar Sané qui vont nous rejoindre d'ici mercredi. Mais toute l'équipe, on était ensemble à Istanbul. On a voyagé. Moi, je venais des États-Unis les jours qui sont venus d'Europe. On s'est tous rencontrés à Istanbul pour prendre le vol, pour venir là. Mais le vol était en retard. On devait quitter à 1h30 du matin. On n'a pas quitté jusqu'à 3h30. On est arrivé à l'hôtel vers 7h du matin. Je les ai laissés dormir et on s'est entraîné l'après-midi. On a commencé de 16h à 18h pour l'entraînement. Ça s'est bien passé. Les jours, ça fait 6 mois qu'on était ensemble. Je se souviens des systèmes de jeu, en offense comme en défense. On a révisé tout et on a joué beaucoup aujourd'hui des 5 contre 5. Dans l'ensemble, je veux dire que ça s'est bien passé. Les jeunes sont prêts. Ils sont dans un très bon état de forme parce que eux tous ils sont en train de jouer dans leurs équipes. Pour des compétitions, je pense que ça nous aide beaucoup pour la condition physique. Mais on fera des touches à partir de demain. On s'entraîne demain, en mardi. Après, on s'entraîne en mercredi et jeudi pour préparer le match contre le Sud-Soudan vendredi, Inch'Allah. Merci. Prévu du 25 août au 10 septembre 2023, le Sénégal a-t-il les chances de participer à cette Coupe du Monde pour une 3e fois de son histoire? Réponse avec Abou Sey. Il est l'administrateur du site de basket sénégalbasket.com. L'équipe est partie avec des absences, bien sûr. Il faut noter l'absence du capitaine Gorgui Sidien, qui est une absence de taille aussi, il faut le souligner, parce qu'il y a aussi l'absence d'Ibrahima Fall Faye, un autre cadre de l'équipe, qui est blessé depuis le mois de décembre. Donc, hormis ces 2 joueurs, le coach a son groupe au complet. C'est une dernière fenêtre décisive, donc ce ne sera pas certainement facile pour l'équipe nationale. La deuxième chose, c'est qu'il y a un objectif précis, c'est-à-dire on a 3 matchs à jouer là-bas. On a besoin de se qualifier pour la Coupe du Monde. Et pour cela, il nous faut au moins gagner 2 des 3 matchs, au moins pour assurer une place à la Coupe du Monde. Au pire, essayer de terminer meilleur 3e, parce qu'il faut le rappeler, il y a 5 tickets pour le continent africain, pour les 2 poules. Donc les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés à la Coupe du Monde, plus le meilleur 3e. Donc on a toujours nos chances de se qualifier si on arrive à gagner au moins 2 des 3 matchs que nous aurons à aller à Alexandrie. Mais ce ne sera pas chose facile, il faut le souligner, puisqu'actuellement le Sud-Soudan est premier de notre poule avec 8 victoires et une défaite. Il y a aussi l'Égypte qui vient 2e avec 7 victoires et 2 défaites. Ensuite, il y a le Sénégal qui vient en 3e position avec 6 victoires et 3 défaites. Donc, on a 2 tickets qualificatifs directement, plus le meilleur 3e qui sera désigné après cette 5e fenêtre. Coupe d'Afrique des U20 et Ligue des Champions pour finir. La Coupe d'Afrique d'abord avec l'équipe nationale du Sénégal qui prépare son 2e match dans cette compétition. Les Lions jouent demain à 14h30. Ce sera face à l'équipe mozambicaine. Alors que dans cette même poule, l'Égypte fera face à l'équipe du Nigeria qui a été battue lors de la première journée par le Sénégal 1-0. Aujourd'hui, nous aurons la Gambie face à l'équipe de la Tunisie. Le Bénin jouera contre la Zambie. La Champions League avec la suite des 8e de finale. Aujourd'hui à 20h, Liverpool-Real de Madrid. C'est le remake de la dernière finale de cette Ligue des champions européenne. Un match qui avait été remporté par le Real donc en finale. Sadio Mané était à l'époque joueur de Liverpool. L'autre 8e de finale va opposer l'équipe de Francfort aux Napolitains d'Italie qui sont en superbe bonne forme ces jours-ci. Merci Malal. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous le disais dans les titres, les commerçants de Sandaga en colère après le déguerpissement hier de certains d'entre eux sur un nouveau site. Ils comptent cette fois-ci porter l'affaire devant la justice. Ils étaient en sit-in ce matin. Reportage Nafissatou Silla. Tous ont baissé rideau sur l'avenue Émile Badiane. C'est pour marquer leur sympathie à leurs camarades déguerpis. Ces derniers, propriétaires des 49 cantines détruites, se disent mobilisés. Pateka, secrétaire général Unakwa Diapo, section Sandaga. On a décrété depuis hier la grève illimitée jusqu'à nouvel ordre. On se demande pourquoi ces genres de décisions se posent sans pour autant qu'il y ait des négociations, il y ait des sommations ou bien des avertissements. On trouve que ça a été un déguerpissement abusif, illégal. La démarche du préfet pour les faire quitter le site n'est pas du tout appréciée. On cherche à savoir le responsable qui a été, c'est clair, le préfet de Dakar, qui a managé tout le travail avec le commissaire de Rebeuss. Ils sont responsables, ils sont complètement responsables et on demande qu'on nous revienne le plus rapidement possible nos cantines et nos biens sans condition.
et sans délai. Sans condition et sans délai. Et on est prêt à se battre jusqu'au bout. Pour cet autre sinistré, le collectif entend porter cette affaire devant la justice pour obtenir gain de cause. Vraiment, nous allons l'assigner en justice parce que ça, c'est très vraiment désolant. C'est inadmissible. Vraiment, des pères de famille, des responsables qui viennent vraiment caillasser, détruire leur... Mais c'est extraordinaire, madame. Détruire 400, on ne peut pas acheter 400 millions et détruire plus de 2 milliards, c'est incroyable. Les commerçants sont cependant invités à rencontrer le préfet, mais ils préviennent le propriétaire s'il n'y a pas satisfaction. Il y aura pas de construction de toute façon. On occupera les lieux jusqu'à satisfaction. RFM, la presse du jour. Soumari.com vous offre votre revue de presse. La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. La magistrature chamboulée. Cela s'est passé à l'issue du dernier Conseil supérieur de la magistrature présidé par le chef de l'État qui a secoué en profondeur le temple de Thémis, nomination du successeur de Cheikh Tidiane Koulibaly à la tête de la Cour suprême, Siré Ali Ba qui lui-même cède sa place à l'ex-procureur de la République Amady Diouf qui devient du coup le premier président de la Cour d'appel de Dakar. Abdou Karim Diop passe procureur de la République et Ibrahima Bakhoum, procureur général près la Cour d'appel. À ne pas confondre avec notre doyen, le doyen Ibrahima Bakhoum. Pour Sud Quotidien, Macky Sall redistribue les cartes. Libération parle de chamboulement au sommet de la justice. Selon l'AS, il s'agit d'un remue-ménage au temple de Thémis. Le quotidien de jeu de siège. L'observateur pointe les secrets des choix de Macky Sall. Il s'agit en fait d'un renouvellement du personnel judiciaire par la promotion de la génération intermédiaire. Le journal Le Quotidien attire son chapeau à Siré Ali Ba, premier président de la Cour suprême. Une divine surprise selon le confrère qui parle de promotion fulgurante de la présidence de la Cour d'appel de Dakar à la tête de la Cour suprême. Il y a toujours eu un monde d'écart. Le journal Le Témoin remarque au beau milieu de cette promotion le retour d'une tête brûlée, Ibrahima Bakhoum, le nouveau procureur général. Pourquoi le journal le qualifie-t-il ainsi? Eh bien, le journal remonte la machine du temps et se rend compte qu'il y a 16 ans juste, l'homme était impliqué dans une affaire de corruption et à l'époque, cela lui avait valu d'être suspendu. Le journal Les Échos note que désormais, il revient au duo Ibrahima Bakhoum, Abdou Karim Diop la responsabilité de faire face respectivement au procureur de la République et procureur général. C'est à eux de gérer la tension dans le pays et les grandes affaires. Mon confrère note qu'il semble taillé pour l'ouvrage et pour cause. Abdou Karim Diop, le nouveau procureur, est présenté comme quelqu'un qui ne recule devant rien. Ibrahima Bakhoum, le nouveau procureur général, lui aussi est un homme tenace qui ne lâche rien. Cette information du journal Le Quotidien, l'exfiltration d'Ousmane Sonko lors de Vienne d'en haut, c'est le ministre de l'Intérieur qui a demandé d'exfiltrer au besoin de force le leader de PASTEF selon le journal. Antoine Diome voulait mettre fin à l'occupation de la voie publique et permettre aux citoyens de vaquer à leurs occupations. Le journal Source revient sur l'effectif de la Cour des comptes, un gap de 46 magistrats à noter. Le confrère note que la Cour des comptes a besoin de 100 magistrats pour pouvoir faire son travail convenablement, mais n'en compte que 56. La conséquence est qu'il y a beaucoup de retard dans ces travaux. Note encore mon confrère. Et Macky Sall reste, lui, mode de turbo face à l'islam radical rampant dans notre pays. Aller rendre visite au khalife général des Layènes en prélude au 143e appel de Seydina Limamoulaye, le président de la République, donne des gages aux chefs religieux. Le journal Les Échos rapporte sans attendre ses propos. Il dit l'État ne faillira jamais devant ses responsabilités. Personne ne nous imposer une autre perception de l'islam. Le journal en conclut que Macky est en viade contre l'islam radical, visiblement marqué par les dernières manifestations de PASTEF à Touba et Macky. Macky en colère, triple XL, bûcheron sur ça. Nous devons respecter et considération à nos chefs religieux, notre modèle d'islam cadre avec les tariqas et nous allons nous donner les moyens de garder notre identité nationale, dit-il, encore plein d'engagement dans Vox Populi. Le ministre Oumar Sarr, ancien maire de Dagana, alerte contre le projet politico-religieux mortifère de PASTEF. Ses propos sont relayés par l'Observateur. Bespi le jour fait focus sur l'appel des Layènes, le 143e du genre. 2 jours pour célébrer le Hadjibou d'Aïlaï. Seydina Issa l'humain, l'histoire jamais racontée du premier calife et aîné du Mahdi. Sport pour boucler, la Ligue des Champions 8e de finale aller, Liverpool-Real de Madrid, affiche emblématique titre du coup Stade de Quotidien. Les Reds capables du meilleur comme du pire, remarque le journal. Benzema, le retour du goléador à Anfield. L'entraîneur de Liverpool
affirme que ce sera un match spécial. Réponse de Carlos Ancelotti. Nous arrivons avec toute la confiance. Dans le journal Record, la Ligue des Champions toujours sur ce match Liverpool-Real. Question du journal à qui va profiter le remake de la finale. En tout cas, ce sera à suivre dans l'après-midi. Dans l'autre match, c'est Francfort qui va défier un Napoli presque irrésistible. Dans le journal Sonolam, Regreg, le défi de conserver son invincibilité. Oui, face à Satiès, ce sera le 5 mars prochain. 11 mars 2012, 5 mars 2023, invaincu pendant 11 ans, remarque mon confrère, on verra bien s'il va rester jusque-là invincible. Bonne nuit à tous. À 12h35, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la rédaction en chef. Chef d'édition Anna Rocha, à la mise en onde Alioune Ba. Digital Yacine Pouy, à la production Ibrahim Ndour. À 13h, retrouvez El Hadj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. À suivre à